Bonjour à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour la remise des prix du 3e Citeco Vidéo Challenge. Je suis Philippe Ginès, le directeur d'établissement. Juste un petit mot sur l'établissement. Citeco, la Cité de l'économie, est un nouveau lieu qui est à Paris, un établissement culturel et éducatif pour mieux comprendre l'économie. Et pour cela, on a un très beau lieu, monument historique, qui à lui seul mérite une visite. Et en plus, à l'intérieur, on a une magnifique exposition permanente qui permet d'interagir, de toucher, de manipuler, de jouer en fait, et de mieux comprendre les concepts généraux de l'économie. Donc si vous connaissez, revenez. Si vous ne connaissez pas encore, venez. C'est un très beau lieu et un très beau moment à partager en famille notamment. Nous sommes donc là pour remettre des prix à des jeunes qui ont participé à un concours de création vidéo. Marc-Olivier, de quoi s'agit-il? Alors, je me présente brièvement, Marc-Olivier Strauss-Kahn, président du conseil scientifique, et puis qui a eu l'honneur de présider le jury. Et effectivement, pourquoi faire un concours? Parce qu'il n'y a pas de meilleure façon d'expliquer l'économie aux jeunes que si c'est fait par les jeunes. Et comme la mode est au virtuel, la Covid y contraint d'ailleurs, ça tombe très bien, l'image est prégnante, ça tombe très bien de faire des vidéos. Donc ça, c'est le pourquoi. Qui est dans ce jury? Stéphane Marchand pour l'Écho, Pascal Leméraire pour les GECO, les Journées de l'économie, où le prix est remis, et puis Anastasia Melakrinos, qui est la gagnante du premier concours Citeco Vidéo Challenge qui s'est tenu il y a 3 ans. Comment est-ce qu'on a sélectionné? Chaque membre du jury qui a pu venir va expliquer son point de vue, mais en gros, on a eu 3 critères. La pertinence du sujet, sa pédagogie et l'originalité de la façon dont ça a été filmé et traité. Et on a eu beaucoup plus de vidéos que l'année précédente, et c'est assez prometteur, vous allez le voir, et sur le résultat, et pour le futur. Merci. Donc, pour remettre le prix lycéen, Monsieur Marchand, venez avec nous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous avez participé pour la première fois au jury du Citeco Vidéo Challenge. Oui. Quel a été votre sentiment en regardant les vidéos qu'on vous a proposées? Mais écoutez, j'ai trouvé les vidéos qu'on m'a proposées qui étaient déjà le reflet d'une certaine sélection, de très très bonne qualité. De très bonne qualité parce que très inventive, utilisant bien le média vidéo pour ce qu'il est, c'est-à-dire que la forme a un rôle essentiel, à côté du fond bien sûr. Le fond est toujours garanti par la qualité intellectuelle de ceux qui font les vidéos, mais là le média, le côté médiatique, et moi je suis sensible à ça parce que je suis dirigeant d'un média moi-même pour l'Écho, j'ai été très sensible à la forme. Très bien. Et donc, malheureusement, la lauréate ne peut pas être avec nous puisque étudiante actuellement en Angleterre, à Londres. Donc, elle nous rejoint par visio. Claire Scandella, êtes-vous avec nous? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous étiez où l'année dernière quand vous avez réalisé votre vidéo? J'étais à Lille et j'étais en terminale. Et maintenant? Et maintenant, je suis à Londres et j'étudie la géographie à UCL. Ah, très bien. Pas l'économie. Non, pas d'économie, mais j'ai un peu d'économie dans mon programme. Très bien. Et quand vous avez fait la vidéo l'année dernière sur donc, la gratuité, vous l'aviez fait parce que c'était un cours qui vous s'était enseigné ou vous l'avez fait parce que le sujet vous intéressait? Comment l'idée vous est venue? Je l'ai vraiment fait parce que le sujet m'intéressait et que je connaissais pas grand-chose en fait sur le sujet. Du coup, j'ai fait beaucoup de recherches en lisant des articles, écoutant des podcasts et lisant des livres. Et après, j'ai récolté les informations, j'ai fait ma vidéo.
C'est une très bonne chose, ça, et c'est d'ailleurs une leçon pour tout le monde, c'est que ne rien savoir est une formidable base pour faire du bon travail. En journalisme notamment, on n'a pas d'idée préconçue, et à supposer qu'on a une bonne méthode de travail, partir de rien est un excellent point de départ. La preuve avec la vôtre. Merci. Bravo, bravo et merci d'avoir participé. N'hésitez pas à faire connaître le concours autour de vous. Et donc, on vous fera parvenir les éléments de vos lots par la poste, tout simplement. Et donc, on reste en contact. On va maintenant voir la vidéo qui va être beaucoup. projetée derrière nous. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pouvez accéder gratuitement à certains biens ou services? Je vais vous expliquer ce qu'il se cache réellement derrière le terme gratuit en économie. On peut traduire le mot gratuit de différentes manières. Contre remerciement, sans récompense, prix zéro. Bref, cela signifierait qu'aucun prix n'est facturé. Cependant, certains pensent que rien n'est réellement gratuit. L'expression anglaise "There's no such thing as a free lunch", qui signifie qu'un déjeuner gratuit n'existe pas, démontre qu'il est impossible d'obtenir quelque chose pour rien. Employée par l'économiste Milton Friedman, cette expression fait référence à une tradition des salons aux États-Unis. Ils offraient un déjeuner gratuit aux clients qui avaient acheté une boisson. Cependant, les aliments proposés étaient extrêmement riches en sel, ce qui poussait les clients à consommer de la bière. Autrement dit, rien n'est gratuit. Mais si rien n'est gratuit, qui paye? Il existe différentes situations dans lesquelles un bien ou un service semble être gratuit mais ne l'est pas vraiment. Par exemple, le coût des échantillons gratuits est compris dans le prix du produit. Le consommateur d'un parfum paie donc le prix des échantillons. Cet exemple se rapproche des subventions croisées directes. Cela désigne tout produit qui vous amène à en consommer un autre gratuitement. Cette stratégie vise à rendre le bien beaucoup plus attirant et à fidéliser le client. Le freemium est une autre façon de rendre un bien gratuit en apparence. Cette stratégie consiste à rendre gratuit tout ce qui va avec une version payante à prix plus élevé. Le but est d'augmenter la demande. 5% des consommateurs financent les autres. Cela revient à dire que pour chaque utilisateur qui paye la version premium, 19 autres se contentent de la version gratuite. Et sur Internet, ça marche comment? Vous avez sûrement déjà entendu la phrase « Si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Elle résume le modèle économique d'Internet. En effet, la capture et la monétisation de nos données personnelles servent à financer le gratuit. Et ces données librement échangées sont une source infinie de profits. Des profils sont créés à l'aide des informations personnelles collectées sur les utilisateurs. La religion, le nom, l'âge, le conjoint, le battement du cœur, l'heure à laquelle on se lève, on se couche, tout est enregistré. Grâce à la confection de profils, les publicités sont faites sur mesure. Grâce aux publicités, les annonceurs payent pour que les consommateurs disposent des contenus gratuitement. On peut parler d'un marché tripartite. Par exemple, Apple vend du matériel qui fonctionne en téléchargeant des applications. Ces applications génèrent un revenu pour les développeurs avec de la publicité qui est ciblée grâce aux données personnelles des utilisateurs. En effet, chaque application collecte des données lorsque l'utilisateur se crée un profil. Ces données sont ensuite vendues aux annonceurs et la recette de la valeur a alors lieu sur la recette publicitaire. Facebook n'aurait pas de valeur s'il n'y avait pas de données. Elle contribue à participer à la construction du bien collectif, qui est un bien dont la consommation par un individu supplémentaire ne réduit pas la satisfaction des autres. Il y a donc une inversion des rapports. Nous ne sommes plus le sujet de la transaction, mais l'objet. Dans un cas courant, la transaction se fait entre deux sujets. Quand on achète du pain, on est le sujet et la baguette est l'objet. Mais dans ce cas, la transaction se fait entre le publicitaire et le développeur, et l'objet et l'utilisateur. Nous avons donc l'impression que ces choses sont gratuites, mais elles reposent en réalité sur le travail implicite de chacun d'entre nous, à travers des publications, des applications ou tout simplement des réseaux sociaux. On emploie le terme digital labor, ou travail de faible intensité, et gratuit, pour désigner l'action de commenter ou de liker. En travaillant inconsciemment, les individus donnent de l'information et classifient les informations diffusées. Alors, c'est encore gratuit ? Encore bravo. Merci. Donc maintenant, j'appelle Pascal Leméraire pour remettre le premier prix du Citéco Vidéo Challenge. Pascal, quel a été ton sentiment, ton impression en regardant les vidéos qui ont été reçues? Moi j'étais impressionné parce que ça fait des décennies que j'essaye de parler d'économie à tous les citoyens. C'est un travail assez colossal et vos vidéos sont un merveilleux moyen pour accrocher des publics.
Donc moi je trouve que c'est extraordinaire que des jeunes s'investissent dans ce domaine-là. Et j'espère qu'on va avoir beaucoup de vidéos dans le futur parce que j'ai vraiment besoin de vous pour qu'on puisse parler d'économie à tous les citoyens en France. Alors pour le premier prix du Citéco Vidéo Challenge, j'appelle Vincent Ledet. Alors Vincent, vous êtes qui? D'où venez-vous? Vaste question. Je finis mes études à l'université Paris en Panthéon-Sorbonne. Et donc au moment de réaliser la vidéo, j'étais en Master 2 de Monnaie Banque Finance. Et là, je suis en stage à France Télévisions, où je travaille avec l'éditorialiste économique Jean-Paul Chapelle sur la matinale de France Info et sur le JT de France 2. C'est assez intéressant avec le journalisme économique. Comment vous faites pour éveiller la curiosité du spectateur sur un sujet? C'est souvent des sujets arides, techniques. Est-ce qu'il y a quelques astuces qui vous semblent évidentes pour pouvoir éveiller cet intérêt? Pour moi, une image, ça vaut 1000 mots. Et que ce soit avec des vidéos ou des images, j'essaye vraiment de simplifier tout en restant factuel pour vraiment faire comprendre au plus grand nombre des concepts. Et c'est quelque chose qui est à la fois lié à ce que je fais à mon stage à France Télévisions et tout autant dans la vidéo que j'ai réalisée. L'imaginaire, non? C'est un moyen d'attirer l'attention? Ouais, l'imaginaire, l'humour, tout ce qui sort un peu de ce qu'on peut apprendre parfois de manière un peu monotone et un peu scolaire et universitaire. Donc ouais, l'image, l'humour, l'imagination, voilà, tout ce qui permet un peu de s'évader, un peu mêler des aspects plus de loisirs et en même temps de tout ce qui pédagogie. permet de compenser l'austérité de l'économiste. Voilà, ajouter un peu de couleur à l'économie. Et pourquoi avoir choisi un thème très historique finalement, puisque votre vidéo qu'on va voir dans un instant balaye près de 2000 ans de l'histoire du prêt à intérêt? Je me suis dit qu'il fallait justement un peu s'évader du monde actuel, un peu. Je me suis dit que je sais pas que il y a beaucoup de thèmes de vidéos de vulgarisation aujourd'hui qui sont sur le coronavirus ou des thèmes actuels, et je voulais un peu prendre du recul et faire quelque chose d'un peu original et qui serait pas copié, ou voilà, je voulais avoir un truc un peu à moi. Et donc c'est pourquoi j'ai choisi le thème de l'histoire du taux d'intérêt, qui m'avait en fait, c'est un chargé de TD que j'avais eu il y a 3 ans en histoire de la pensée économique, qui nous avait enseigné ça. J'avais trouvé ça fascinant parce que ça mêlait à la fois l'économie mais aussi de la philosophie, de l'histoire, beaucoup de disciplines différentes. Voilà, sur un sujet qui est quand même d'actualité quand même, parce que les taux d'intérêt ont une importance capitale aujourd'hui. Voilà. Est-ce que dans les temps qui sont aujourd'hui extrêmement rapides, c'est pas aussi un moyen de se poser et de se dire qu'il y a une constante historique qui permet de mieux comprendre le monde? Tout à fait, les taux d'intérêt, que ce soit leur formation directe ou tout ce qu'il y a autour, ça repose sur oui, tout ce qu'il y a dans le monde et toute l'histoire qu'il y a derrière. Et voilà, c'est pas juste des chiffres, il y a beaucoup de choses derrière et beaucoup d'idées, de penseurs, d'économistes, de philosophes qui ont affiné et développé ce thème. Ouais. Vous avez négocié un prêt étudiant? Non. Non. Non, j'ai eu la chance de faire mes études à l'université, qui est pas gratuit, mais qui c'est quand même accessible, voilà, financièrement. Et j'ai longtemps habité chez mes parents avant d'être en colocation, donc heureusement j'ai pas eu recours, même si c'était pas loin parfois. Très bien, écoutez, bravo. Je vous remets symboliquement donc un petit diplôme et on va voir votre vidéo dans un instant. Un grand merci. Jeune Alexandre, aujourd'hui comme leçon, je vais t'expliquer la différence entre les 2 types d'activités que sont l'économique et la crématistique. La créma quoi? Crématistique. Tu vois,
Alors que l'économique est la production de richesses indispensables qui découlent de l'activité humaine, je la différencie de la crématistique, qui est soit naturelle et donc bonne, comme le troc, soit mauvaise, avec l'accumulation de richesses pour soi-même. Mais en quoi est-ce condamnable d'accumuler les richesses? La mauvaise crématistique ne répond pas aux besoins humains. À partir de là, il est évident que le prêt à intérêt, qui est un remboursement d'une somme plus élevée que celle prêtée, est à interdire. C'est de toutes les acquisitions celle qui est le plus contraire à la nature. Dès le Code d'Hammurabi à Babylone, premier texte juridique connu, on a trouvé les premières preuves d'existence du prêt à intérêt, avec des dispositions pour qu'on le limite à 33%. Mon maître Platon, quand j'étais à ta place, m'a lui-même convaincu que le prêt à intérêt était néfaste. On ne prêtera pas à intérêt. Sinon, il sera permis à l'emprunteur de ne rien rendre du tout. Ni intérêt, ni capital. C'est tout pour aujourd'hui. Que la bonne crématistique soit avec toi. L'avis des grands philosophes grecs sur le prêt à intérêt a été partagé par nombre de peuples et de religions. Dans le judaïsme, en plus de l'interdiction de prêter aux juifs à intérêt, toutes les dettes sont abolies l'année du jubilé, soit tous les 50 ans. Le Coran interdit également le prêt à intérêt, en encourageant le créancier à faire preuve de bienveillance à l'égard du débiteur, en particulier lorsque celui-ci est pauvre. Les écrits des premiers chrétiens sont aussi marqués par une forte condamnation du prêt à intérêt, aussi appelé usure. Les pères de l'église d'Orient, Basile le Grand et son frère Grégoire de Nice, pointèrent une inégalité entre pauvres emprunteurs et riches créanciers, qualifiant cet acte comme le comble de la barbarie pour le premier, les produits des intérêts étant, selon lui, des enfants de vipères, tandis que son frère insista sur la stérilité de l'argent de ce misérable trafic d'intérêts. Pour le Grégoire de Nazianze, l'usurier amasse ce qu'il n'a pas semé, idée reprise plus tard par Adam Smith. Comme leurs homologues d'Orient, les pères de l'Église d'Occident condamnent le prêt à intérêt. Toutefois, Ambroise de Milan le légitime pour un motif précis à l'étranger, la guerre. Là on a le droit de porter la guerre, on a le droit d'exercer l'usure. Non mais... Allez hop, ça sera 30%. Prêter à intérêt fut interdit aux civils par le roi Charlemagne dans son capitulaire Admonitio Generalis, grande loi ayant aussi créé l'école. Dans l'église, le pape Grégoire IX permit le paiement d'une caution lorsque le débiteur porte l'argent en mer. Ce fut la première prise en compte du risque pour rémunérer un prêt. Mais peu après, le pape Clément V déclare que quiconque ne voit pas le prêt à intérêt comme un péché doit être considéré comme un hérétique, et donc être soumis à la torture. C'est pourtant à cette période que saint Thomas d'Aquin, parfois considéré comme le plus grand philosophe de l'époque médiévale, commença à trouver des arguments pour le légitimer. Cher Thomas, voyons, le prêt à intérêt est un péché mortel. Allez, je t'en donne 10 et tu m'en rends 12 demain. Tu veux finir sous le bûcher? Je resterai fidèle à mes idées. L'intérêt n'est rien d'autre qu'un dédommagement du préjudice subi par le prêteur de ne pas pouvoir utiliser cette somme. Il faut bien que je tire un avantage de l'argent que je te prêterai. S'il permet de faciliter des activités productives, je suis favorable à son autorisation. Mais il fallut attendre la Révolution pour que le souhait de saint Thomas d'Aquin s'applique en France, suivi d'un arrêt de sa réprobation par l'Église au siècle suivant. S'il peut paraître étonnant que les prêts à intérêt aient tant été combattus à travers l'histoire, il faut toutefois rappeler qu'avant de décroître progressivement, ils ont longtemps connu des taux très élevés, créant bon nombre d'injustices. Surtout à travers notre regard d'aujourd'hui, où les taux sont historiquement bas, permettant un remboursement d'un montant égal, voire inférieur à la somme empruntée. Nous allons maintenant passer au deuxième prix Citéco Vidéo Challenge. Et nous allons faire venir les deux personnes, et c'est Pascal Lemairer de nouveau qui les interrogera. Vous verrez, leur sujet traite de ce qu'on appelle le quantitative easing, l'accommodation monétaire. C'est un style très différent, mais il y a un lien avec le sujet précédent, puisque les taux d'intérêt sont maintenant à 0. Il y a donc une certaine complémentarité, même si la formulation est vraiment très différente. Je serais quand même intéressé tout de suite de savoir pourquoi vous avez choisi ce sujet. Moi, je m'appelle Raphaël Martin. L'année dernière, j'étais en première année du magistère d'économie à Paris 1. Là, je suis en deuxième année et donc aussi en master à la Paris School of Economics. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on avait choisi le sujet? Alors, on s'était concerté avec Clémentine. On avait un peu bataillé pour les sujets. Clémentine trouvait que le quantitative easing était peut-être un peu trop technique. J'ai essayé de la convaincre personnellement, c'était un sujet que j'aimais bien. Parce que, je sais pas, c'est toujours une politique qui m'a un peu fasciné et puis c'est quelque chose qui est que le grand public ne connaît pas et pourtant qui est vraiment, que je trouve vraiment important parce que c'est quelque chose qui permet, notamment, il y a des pays en Europe qui ont des dettes plus importantes que d'autres et justement ces pays-là, ça les a beaucoup aidés cette politique. Donc je trouvais ça vital de devoir expliquer cette politique qui est vraiment très importante. Et en vous posant la question, je pense que vous aviez entièrement raison. Le grand risque en économie, c'est qu'il y ait des sujets uniquement pour les experts et d'autres sujets que le public pourrait partager.
Mais du coup, quand on a des sujets pour experts qu'on veut partager avec le public, est-ce qu'il y a des astuces pour intéresser et faire que le sujet, d'un seul coup, prenne du sens pour tout le monde? Du coup, le parti donc de Raphaël et de moi, ça a été de réexpliquer, donc, enfin, de mettre en dernier l'explication du quantitative easing, donc d'assouplissement quantitatif, et de vraiment expliquer au début les phases initiales, tout ce qui est avant l'idée même de quantitative easing, donc par exemple l'inflation. Parce que l'inflation, c'est un concept qui est quand même pas forcément maîtrisé. Donc on a commencé par réexpliquer l'inflation, pourquoi l'inflation, un petit peu d'inflation, c'est pas mauvais, et au fur et à mesure amener le sujet en dernier du quantitative easing. Mais je pense qu'il y avait une base théorique avant à introduire. Voilà. En fait, c'est une excellente introduction pour les cours d'économie maintenant à Paris School of Economics, non? C'est vrai qu'en plus, c'est des cours assez quantitatifs. Et en fait, on s'est assez appuyé sur un de nos cours d'une de nos professeurs, Agnès Benassi-Kéré, qui donc nous a d'ailleurs présenté ce concours, premièrement, merci, et deuxièmement, qui donc dans ses cours nous a parlé de ça, et on a essayé de rendre compréhensible son discours à travers la vidéo. C'est comme ça qu'elle est devenue chef économiste du Trésor, vous croyez? Faut croire. En tout cas, il faut qu'on la remercie parce qu'elle a fait partie du conseil scientifique et elle a été dans les précédents jurys. Elle avait même été dans le jury de l'ancêtre de ce concours qui avait été créé par la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et elle était dans ce jury, mais il n'y a eu qu'une seule édition parce que la Banque Centrale Européenne, au niveau de toute la zone euro, trouvait ça trop compliqué. Alors la Banque de France, avec les GECO, et maintenant avec Pour l'Éco, dans l'incarnation qui est Citeco, a repris le flambeau. Alors, symboliquement aussi, voici le diplôme que vous recevez tous les deux, Raphaël Martin et Clémentine Bienenfeld. Et puis maintenant, on va peut-être plutôt conclure, et on verra, créons un petit peu de suspense et de teasing, on va voir votre vidéo à la fin de cette présentation. Merci. D'accord, merci. Voilà, vous pouvez rester là. Hein. Juste en fait, effectivement, pour conclure cette cérémonie, pour vous dire qu'il va y avoir une 4e édition du Citeco Vidéo Challenge, on vous propose de pouvoir travailler sur le sujet qui est le vôtre, votre souhait, et ceci à partir de la mi-février, et donc au tout début des vacances, et le concours sera ouvert jusqu'à la fin du mois de juin. Donc vous avez en fait en gros le 2e et 3e trimestre scolaire, 2e trimestre scolaire, pardon, pour réaliser votre nouvelle vidéo. De la part du jury à la fin. Vous vous rappelez les 3 critères que j'avais évoqués, la pertinence, la pédagogie et l'originalité. Un peu plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire? La pertinence, c'est que votre sujet doit être un sujet majeur, important en économie, un sujet durable, pas simplement la conjoncture économique la plus récente. Et puis, dans un résumé de 3 minutes, par définition, il peut y avoir quelques approximations, même, disons, par-ci, par-là, on ne dira pas dans lesquelles, 1 ou 2 petites erreurs, mais ça n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le message passe bien, et ça fait le lien avec le 2e aspect, la pédagogie. Et la pédagogie, c'est bien sûr la clarté de la diction aussi, ne pas parler trop vite, et bien mettre les sous-titres, ce que vous avez fait, et ce qui est utile. On voit parfois qu'il n'y a pas besoin de sous-titres lorsque le texte est tellement clair, ce qui va être le cas de la dernière vidéo, que c'était inutile parce que c'est parlant par l'image. Et puis le dernier, c'est l'originalité, qui va être aussi bien dans le fond que sur la forme, qui a été évoquée tout à l'heure, parce qu'il faut trancher un petit peu par rapport à ce qu'on a déjà vu. Il ne faut pas hésiter à avoir de l'humour, vous l'avez vu, ça a été le cas. Et puis, il faut ne pas hésiter à traiter un sujet peut-être qu'il a déjà été. Il y a d'autres vidéos, par exemple, sur le quantitative easing ou l'accommodation monétaire par les quantités, mais vous pouvez la traiter de façon différente des autres, et c'est ça que nous recherchons.
Et donc, on va voir maintenant la dernière vidéo et l'on vous remercie. Merci Monsieur le Président, merci les membres du jury, merci les lauréats, qu'ils soient ici ou ailleurs, et donc à l'année prochaine. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le quantitative easing ou assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne. Pour cela, nous allons d'abord vous parler du rôle de la BCE, nous allons ensuite expliquer le fonctionnement de cette politique, puis nous en dresserons le bilan. Quel est le rôle de la Banque centrale européenne? La BCE est une banque un peu particulière, car c'est la banque des banques. C'est elle qui prête de l'argent aux banques commerciales à un taux d'emprunt que l'on nomme taux directeur. Ainsi, d'une manière plus générale, c'est elle qui gère la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation, telles que les pièces de monnaie, les billets, les chèques ou encore les comptes bancaires. En plus de cela, la BCE doit garantir la stabilité des prix. Elle veille ainsi à ce que l'inflation, c'est-à-dire la hausse générale des prix, soit aux alentours des 2%, signe de bonne santé de l'économie. Pourquoi une inflation à 2%? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, une baisse des prix n'est pas forcément bénéfique pour l'économie. Lors d'une inflation négative, que l'on appelle déflation, les agents économiques préfèrent remettre leurs achats à demain, puisqu'ils pourront acheter leurs produits moins chers, ce qui ralentit l'activité économique. De même, si l'inflation est trop élevée, cela pénalise les ménages qui perdent en pouvoir d'achat, ainsi que la compétitivité des entreprises exportatrices. C'est pour cela que l'inflation doit être modérée. Pour contrôler l'évolution des prix, la Banque centrale européenne joue sur les taux directeurs. Lorsqu'ils sont bas, elle encourage les banques à lui emprunter de l'argent. Ces mêmes banques prêteront ensuite aux ménages et aux entreprises, ce qui augmente la demande et donc les prix, et permet de relancer l'activité. Si elle souhaite au contraire diminuer l'inflation, elle augmente ses taux directeurs, ce qui durcit l'accès au crédit. Or, avec la crise de 2008 et celle des dettes de la zone euro de 2011, cet instrument n'est plus suffisant pour relancer l'inflation, comme nous pouvons le voir sur ce graphique. C'est pourquoi la BCE a décidé de lancer, en 2015, son programme d'assouplissement quantitatif. Le problème avec la crise de 2008 et de 2011, c'est que l'endettement des agents était tel que l'accès au crédit était limité, et ce malgré le faible niveau des taux directeurs. Le quantitative easing consiste alors en un rachat massif par la Banque centrale des titres de dette des États et des entreprises à raison de 60 milliards d'euros par mois sur le marché secondaire, qui est le marché de l'occasion des actions et des obligations. Comment cela fait-il augmenter l'inflation et repartir l'activité économique? En réalité, de nombreux mécanismes sont à l'œuvre, nous allons donc en expliquer les principaux. Tout d'abord, en rachetant des titres de dette aux investisseurs et aux banques, la BCE leur fournit des liquidités qui peuvent être notamment utilisées afin de prêter de l'argent aux ménages et aux entreprises, ce qui fait augmenter l'inflation et relance l'activité économique, comme vu précédemment. On dit que la BCE agit sur l'économie par le canal du crédit. Cependant, ce n'est pas le seul mécanisme à l'œuvre. En achetant des titres de dette, la BCE signale aux investisseurs et aux banques qu'elle souhaite maintenir ses taux directeurs à un niveau bas suffisamment longtemps. Les banques et les investisseurs, qui jugent crédible cet engagement, prennent confiance en l'avenir, ce qui facilite également le crédit. On dit que la BCE agit sur l'économie par le canal de signalisation. Le quantitative easing a permis de faire remonter le taux d'inflation, aujourd'hui proche des 2%, et de soutenir l'activité en évitant la déflation. Avec le quantitative easing, la Banque centrale dispose désormais d'un nouveau levier permettant de relancer l'activité économique et l'inflation. Ainsi, pour faire face à la crise économique engendrée par le coronavirus, on assiste aujourd'hui à un renforcement et à un approfondissement du quantitative easing.